Voilà, chers téléspectateurs, bonsoir. Encore une fois, merci d'être ensemble ici. Nous avons sur aminata.com et paultea.com, nous avons, vous savez, on a mis ensemble une organisation pour soutenir notre compatriote qui a des problèmes ici aux États-Unis. Et il y a des rebondissements, il y a vraiment un peu de tout que l'on raconte dans les journaux. Et nous avons décidé d'aller aux informations, de contrecarrer et de voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors il y a des organismes ici, aux États-Unis, donc à New York particulièrement, qui font tout pour soutenir notre compatriote. Voilà ce qui nous amène ici à avoir cette organisation. Et avec une des avocates ici à New York, son nom c'est Taina Bien-Aimé. Donc, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Voilà, alors parlez-nous un peu de votre organisation. Et ensuite, on verra qu'est-ce que vous voulez faire pour aider notre compatriote. Alors, je suis la directrice de cette organisation internationale qui se penche sur la cause des femmes et des filles, qui s'appelle Égalité Maintenant. Nous sommes basés à New York, nous avons un bureau à Nairobi et à Londres. Et nous faisons du plaidoyer international pour soutenir les droits des femmes et des filles. Nous travaillons surtout sur des cas de violence, de viol, d'excision, de traite, etc., de discrimination juridique, etc. Donc, ce cas de cette jeune Guinéenne contre DSK est très important pour nous parce que nous penchons surtout sur la justice et les processus de justice et surtout de créer un environnement dans lequel toute femme qui subit quelque violence que ce soit ait accès à un système égal, judiciaire et juridique. Voilà, alors pour parler de notre compatriote, il y a eu des informations, il y a eu dans un journal américain qui trouve, ils envoient au moins 7 reporters, on ne trouve rien contre elle. Après tout d'un coup, un autre journal sort, mais vraiment tout à fait l'opposé. Quelle est votre analyse de ces faits? Ce qui est vraiment très triste dans cette affaire, c'est que cette pauvre dame est en fait traitée comme une criminelle dans les médias, alors que nous avons un système justement judiciaire pour relever des faits de l'affaire, pour regarder quelles sont les preuves, pour regarder les témoins. Et il y a eu tellement de fuites de la part du bureau du procureur général de New York qu'on se demande ce qui se passe à ce niveau, où nous avons des faits qui sont à moitié cuits, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc tout se penche sur la crédibilité de la victime, alors qu'elle est égale à celui qui est accusé, donc M. Strauss-Kahn, alors que ce ne sont pas deux personnes égales. J'entends, ils ont des vies très différentes, leur niveau d'accès à l'éducation, au pouvoir, à l'argent est très très différent, et en fait c'est elle qui a posé plainte, et donc ça aurait été beaucoup plus juste et beaucoup plus correct de voir ce cas se dérouler à l'intérieur d'un tribunal plutôt que dans les médias. Voilà, et puis on a trouvé aussi au niveau, parce que normalement nous croyons à la présomption d'innocence, mais aussi au bénéfice du doute, c'est-à-dire qu'on laisse le tribunal travailler, faire son travail. Mais dès le départ, les avocats de DSK avaient annoncé qu'ils allaient tout faire pour rendre notre compatriote pas crédible. Et donc le travail a été fait. Nous sommes là aussi pour montrer la vérité, et que parce qu'elle n'a pas d'appui. Bon, vous, une personne comme ça, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ses compatriotes? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la protéger, parce que psychologiquement elle a besoin d'aide, et jusqu'au tribunal, et aussi montrer une séparation, c'est-à-dire que sa vie, ce qui s'est passé, c'est ailleurs, les faits soient jugés, que les faits soient jugés, qu'on laisse de côté tout son côté antérieur. Oui, il est difficile de savoir ce qui va se passer avec cette jeune femme une fois que tout ce cauchemar se passe, et on ne sait pas quels seront les résultats de ce cas, si le procureur va en fait continuer avec le cas. C'est clair que dans le système judiciaire américain, la crédibilité
d'une témoin est très importante. Ce qui est aussi dommage, et je sais que la France en particulier a beaucoup critiqué le système de justice ici aux États-Unis, et ce ne sont pas les seuls. J'entends même à l'intérieur des États-Unis, il y a beaucoup de critiques au niveau de la justice. Ce n'est pas un système qui est favorable aux gens qui sont en général démunis, qui sont des noirs ou de pauvres, etc. Ça, c'est un fait qu'il faut reconnaître. Donc, d'un côté, il est clair que les avocats de DSK ont une responsabilité de détruire sa crédibilité pour protéger leurs clients. Mais d'un autre, je pense que la société et le système judiciaire ici à New York a une responsabilité d'aussi protéger celle qui a accusé. Alors, que va-t-il se passer pour cette dame? Nous espérons qu'elle ne perdra pas son travail. Nous savons que c'est une jeune mère de famille célibataire qui essaye d'élever sa fille de façon la plus correcte. Nous savons, d'après les médias, que c'est une femme qui a rencontré des circonstances assez tristes, une série de circonstances depuis le temps qu'elle était en Guinée et son arrivée ici. J'entends son histoire, c'est une histoire d'immigrés africaines à New York, qui est une ville très dure. Donc, nous espérons quand même nous montrer solidaires avec elle, parce qu'elle représente non seulement tellement de femmes africaines immigrées aux États-Unis, mais aussi elle représente la difficulté que beaucoup de victimes de violences sexuelles, de viols et d'abus domestiques et d'autres violences faites contre les femmes subissent lorsqu'elles ont le courage de porter plainte. Bon, ensuite, il y a eu la journaliste française qui a porté plainte pour un fait. Vous pensez que ça peut jouer en faveur de notre compatriote? Heureuse en fait que Tristan Banon ait porté plainte aujourd'hui, je pense, d'après les journaux. Et nous pensons que c'est vrai, c'est une personne, et d'après ce que nous entendons, c'est seulement une parmi plusieurs femmes en France et ailleurs d'ailleurs qui voulaient porter plainte contre M. Strauss-Kahn pour la violence faite contre elle. Et nous sommes solidaires avec Madame Banon. Nous espérons que en fait, son cas va résonner aussi aux États-Unis pour voir que votre compatriote en fait n'est pas seul et que maintenant il y a deux femmes, et nous espérons plus dans le futur, qui ont le courage de libérer la parole et de dire que cet homme en particulier leur a fait un grand tort. Pareil, pour notre compatriote, vous étant dans le milieu, vous pensez qu'il serait préférable, qu'il serait bien qu'elle vienne devant les médias et commence à parler que d'avoir son avocat, en tout cas qu'on commence à voir sa version des faits que d'avoir tous ces rumeurs? Écoutez, moi je pense que c'est vraiment une décision très difficile à prendre. C'est une décision qui doit être prise et par la victime et par son avocat. Très souvent, les femmes qui sont si fragiles, comme nous pensons que cette jeune Guinéenne est fragile, c'est très difficile d'aller devant les médias parce que très souvent, nous ne savons pas ce que les médias vont poser comme question ou comment est-ce qu'on va les exposer. Donc, c'est vraiment une question très difficile. Je pense que probablement, une fois que tout ça est résolu, peut-être que son avocat lui conseillera d'aller parler aux médias, mais je pense que maintenant, il est vraiment trop tôt pour lui demander de faire ça. C'est une très grande chose à demander. Nous avons pensé la soutenir par rapport à toutes les femmes violentées en Afrique qui n'ont que les yeux pour pleurer, pas quelque part se plaindre, mais aussi aux enfants des victimes, parce qu'elle a une fille, il faut penser sa scolarité, quel est l'état psychologique de l'enfant. Donc nous aussi on passe à travers elle, on pense à la protection des enfants, de cette histoire qui nous pousse. Et si vous avez un dernier mot, un dernier conseil à nos compatriotes à donner par rapport à ça, qu'est-ce que vous direz? Parce que par rapport à votre organisation. Oui, c'est tout à fait vrai que c'est une personne qui aura besoin de soutien psychologique, de soutien de la communauté, de soutien financier, et que
on oublie aussi sa fille. Elle a une jeune fille, une adolescente, dont on ne parle pas beaucoup, mais je pense qu'elle doit souffrir énormément, et pour elle-même, et pour voir sa mère souffrir. Nous travaillons de très près avec un organisme qui s'occupe de femmes immigrées de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs, qui s'appelle Sanctuary for Families. Et je sais qu'ils ont déjà offert à cette jeune Guinéenne des services sociaux, et nous pensons qu'ils vont continuer à offrir d'autres services qui sont si importants pour cette jeune femme à continuer sa vie après tout ce dégât. Donc nous ne l'oublierons pas après ce procès, et nous espérons continuer à pouvoir lui donner le soutien, et aussi que la vérité surgisse en fait. C'est très important que la justice et la vérité surgissent. On a bien aimé, votre organisation s'occupe aussi de la mutilation génitale, donc des excisions en Afrique. Vous êtes installé au Kenya, mais pas en Guinée. Alors, parlez-nous de ce fait, et qu'est-ce qu'il faut pour pousser notre gouvernement à signer un accord et à travailler avec votre organisation? Bon, Égalité maintenant effectivement a un bureau en Afrique. Nous sommes une petite organisation, nos ressources sont assez faibles, mais toutefois ce que nous avons fait en Afrique, nous avons fait beaucoup de choses au niveau de la protection des droits des femmes et des filles en Afrique, notamment travailler de façon très proche avec d'autres organisations nationales et régionales. Donc, le genre de travail que notre bureau d'Afrique fait, notamment, c'est de travailler avec des groupes de base à travers l'Afrique. Un de nos succès les plus extraordinaires, en fait, c'est d'avoir travaillé avec beaucoup de groupes nationaux et régionaux africains pour la promulgation du protocole de la Charte africaine sur les droits des hommes au niveau des droits des femmes africaines. Donc, c'est un document qui est absolument extraordinaire au niveau du droit international, puisque, entre autres, pour la première fois, ce que le protocole fait, c'est qu'il exige à chaque gouvernement africain de promulguer des lois contre les mutilations génitales féminines. Nous avons aussi un fonds qui travaille avec des groupes de base à travers l'Afrique. Nous travaillons dans 24 pays d'Afrique contre l'excision, et donc ce sont ces groupes de base qui travaillent dans leur communauté pour promulguer des lois et aussi surtout mettre en application ces lois pour protéger les filles contre l'excision. En Guinée, nous travaillons avec le docteur Maurice Anda Kouyaté, qui a créé CEPETAF, la cellule contre les pratiques traditionnelles, et qui est aussi secrétaire général du comité interafricain contre l'excision. Donc, le travail contre les mutilations génitales féminines en Afrique a fait de remarquables progrès, énormes. Et malheureusement, ce sont des petits groupes de communautés qui sont à la base, qui n'ont malheureusement pas assez de fonds, qui n'ont pas assez d'accès au niveau de pouvoir, que ce soit politique ou autre. Mais il y a vraiment un ébranlement assez important qui se fait en Afrique. Et un changement que très souvent les immigrés dans les autres pays qui atterrissent, soit ici aux États-Unis, au Canada et en Europe, ne reconnaissent pas forcément. Mais il y a un changement net au niveau du soutien, de la promotion des droits des femmes et des filles africaines. Nous ne pouvons pas atteindre ni la démocratie, ni le développement économique, ni la paix, ni l'éducation, ni quoi que ce soit, sans la participation entière et complète de la femme africaine. Et bien que l'ONU et le secrétaire général et beaucoup d'autres personnalités importantes reconnaissent ceci, c'est vraiment au peuple africain et surtout au système politique africain, y compris la Guinée, de reconnaître que la femme africaine, la fille africaine est un être humain à part entière qui mérite d'être éduqué, qui
mérite d'avoir vraiment la possibilité d'atteindre son potentiel, que ce soit dans l'éducation ou dans sa vie entière. Du côté du gouvernement, mais du côté des organisations non gouvernementales qui peuvent travailler ensemble pour atteindre un tel résultat. Tout à fait. Nous pensons qu'en particulier pour les luttes contre les mutilations génitales féminines, que ce n'est pas possible d'arrêter la pratique sans la communauté elle-même. Il faut engager les parents, il faut engager les leaders religieux, il faut engager les exciseuses, il faut engager les partis politiques, le Parlement, etc. C'est vraiment un travail de communauté. Mais une fois, les faits sont là. L'Organisation mondiale de la santé est très claire sur les effets néfastes de l'excision qui portent des conséquences physiques et psychologiques qui peuvent durer toute une vie. Et donc, quand nous pensons qu'il y a 100 millions à 140 millions de femmes et de filles, principalement africaines, n'est-ce pas, qui ont subi l'excision et qui sont en fait, qui ont été donc dépourvues de leur droit à l'intégrité corporelle et qui ont souffert énormément et qui ont même qui en sont même mortes. Hein. Personne ne sait combien de filles meurent chaque année, chaque jour de l'excision. Donc il est vraiment temps de se rassembler, il est vraiment temps de tendre la main vers ces organisations non gouvernementales en Guinée et ailleurs, en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, pour leur dire nous sommes avec vous et c'est une pratique qui appartenait au passé, ce n'est pas une pratique qui devrait qui devrait exister dans une société qui essaie d'avancer et d'atteindre un niveau économique viable. Terminer cette émission. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à Madame Bien-Aimée de nous avoir accordé cette interview. Et nous restons, chaque fois que nous aurons besoin d'informations pour nos compatriotes, je crois que nous n'hésiterons pas à vous contacter. Merci. Merci beaucoup. Et merci.